À mi-chemin entre l'impressionnisme des années folles et le réalisme social et inévitable dans ces années 30, les réalisateurs de cette décennie trouvent un compromis avec le réalisme poétique. Un soupçon de lyrisme, toujours recadré par des dialogues écorchés vifs. Dans ce réalisme poétique, on déplore la grandeur perdue à droite et grâce à quelques accents de lyrisme, on magnifie un passé jamais aussi beau que dans les souvenirs. À gauche, on s'enthousiasme des promesses, en savourant des petites victoires jamais aussi glorieuses que leur célébration. Le tout savamment dosé dans un contenu sombre qui ne peut pas être suspecté d'apologie de grandeur. S'il y a un héros dans le cinéma français des années 30, c'est la langue française. Ça n'est plus un destin, mais une culture. Les doigts et tu causes comme un scaphandrier, tiens. Synthèse des cocus marseillais, des escrocs parigots, des couards sauvés par leurs femmes dans une satire historique, l'anti-héros s'impose magistralement comme la figure du réalisme poétique en la personne de Jean Gabin. L'homme torturé, brisé par son passé, trahi par les femmes, abandonné par une société lâche et ivre. Le Quai des Brumes de Marcel Carné en est la plus parfaite incarnation. À sa sortie, le film se prend immédiatement les foudres du camp du progrès pacifiste. Renoir le renomme instantanément le cul des brèmes, l'accusant de créer le pire en l'annonçant, de promouvoir une société de flics autoritaires. Renoir et une partie de la gauche estiment que Carné est un fasciste, car la France qu'il dépeint, avec ses personnages irrécupérables, est un pays mûr pour la dictature. Dans leur logique accusatoire, son film justifierait le besoin d'autorité d'une société perdue, là où le cinéma devrait célébrer l'espoir d'un monde fraternel. Carné se fait déjà reprocher en 1938 de faire le jeu des extrêmes. L'expression vous rappelle quelque chose ? En 1938, elle est d'autant plus savoureuse de la part des communistes français soumis à l'URSS de Staline. Marcel Carné se défend d'être un fasciste. Il explique simplement représenter le monde qu'il observe ou qu'il pressent et qu'on ne peut pas reprocher l'orage au baromètre. Un an avant la Seconde Guerre mondiale, ses adversaires ne l'accusent pas encore de rappeler les pires heures de l'histoire, mais de les provoquer. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Si visionnaire soit ce pauvre Marcel Carné, il ne sera pour rien dans l'invasion allemande qui se profile. Ce qu'on ne peut pas dire des pacifistes BA qui pensent qu'en rejetant l'image militaire, ils empêchent toutes les guerres futures quand ils fuient tout simplement devant une vérité palpable dont témoigne le dernier film d'Abel Gance, J'accuse, remake de son film homonyme tourné en 18, dans lequel il annonçait l'oubli des héros de la Grande Guerre par les générations suivantes abreuvées d'insouciance. En annonçant la Seconde Guerre mondiale au cinéma dans ce remake, 2 ans avant l'invasion allemande, Gance veut éveiller les consciences et éviter la guerre par un film. Il essaiera même d'organiser une projection pour Adolf Hitler qui a toujours pas répondu. Si le public a oublié ce qu'Abel Gance a filmé en 18, on prend pas plus au sérieux ce qu'il tourne en 37, malgré le triomphe en salle. Les uns reprochent au film son lyrisme, les autres s'accordisent. Comme on reprochait déjà au premier de mêler pacifisme et nationalisme, ou alors de célébrer la mort de soldats comme une forme de patriotisme. Le film dénonce autant l'impérialisme allemand que l'ingratitude des civils français, indignes du sacrifice de leurs braves. Indépendamment de ses considérations morales et des attaques de droite comme de gauche, dans les 2 versions du film, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les scènes de bataille et le fantastique. L'accomplissement artistique n'a que faire de la morale. Mais hélas, pour vivre, il faut lutter et vaincre. Non. Pour vivre, il faut aimer. Bravo! Gance avait magnifié l'audace guerrière de Napoléon pour en faire en 1927 le plus grand film du cinéma muet. En 1938, il convoque avec J'accuse un pacifisme simpliste dans un remake pourtant très proche de sa première version, chef-d'œuvre qui lui était sorti sur les écrans quelques mois après l'armistice de 1918. Si la nouvelle mouture de 1938 est assez proche de la version de 1918, le contexte, lui, donne un sens radicalement différent aux 2 films. Souhaiter le pacifisme en 18 quand la France venait de remporter la Première Guerre mondiale était une promesse de règne apaisé, de clémence. Mais souhaiter la même chose en 38, quand la France n'a plus ni la force ni le désir de se défendre, devient une soumission, un déni. Le même film avec la même intention dans 2 époques différentes en font l'antithèse.
Le film de Gans est à l'image de Pétain, le héros de la Première Guerre mondiale qui protégeait les Français en limitant la boucherie en 18, passe en 39 avec la même intention, de héros à traître. La grosse différence entre les deux époques, c'est la défaite de la France. Dans la première version d'Abel Gans en 18, entre les quelques acteurs, les 2000 fantassins étaient une vraie garnison de militaires en permission pour quelques jours, à qui il avait demandé de jouer des soldats martyrs massacrés par l'ennemi allemand sur un réel champ de bataille. Ils acceptaient de jouer la mort qu'ils redoutaient d'être la leur. Quelques jours après le tournage, tous furent massacrés dans les tranchées par de vraies balles à quelques kilomètres du lieu de tournage. Pour Gans, durant la Première Guerre mondiale, le lyrisme n'est pas une arme artificielle, c'est l'écho d'une réalité vibrante, improbable. Quand le film sort sur grand écran quelques mois après l'armistice, on voit ces soldats jouer leur propre mort dans leur propre uniforme, là où ils sont morts, de la façon dont ils sont morts. Puis on les voit jouer des fantômes, sortant des tombes pour accuser les traîtres des générations suivantes du crime de l'oubli. Le dernier rôle de ces soldats tués en 18, leur dernier instant de vie, réclamait qu'on honore leur sacrifice pour faire perdurer la France face à l'invasion étrangère. Leur famille endeuillée les verra au cinéma, comme ça. Le film est muet, on les écoute pas. Si avec ça, y a pas la matière à un biopic en 2022, c'est qu'on est vraiment des branques indignes. En 18, avec ce film doublement prophétique, Abel Gans invente dans l'urgence des tranchées un cinéma impressionniste dont il sera l'empereur durant toute l'ère muette. Malheureusement, ce réalisateur qui incarnait la volonté de puissance, la noblesse passée, est à l'étroit dans le cinéma parlant à partir des années 30, comme tous les réalisateurs impressionnistes. Il ne peut plus inventer, comme sur Napoléon, le cinéma à 180 degrés, avec 3 écrans géants qui entouraient les spectateurs dans les derniers tiers du film, pour la plus grande campagne militaire jamais filmée. Face à cette ambition de la grandeur, Jean Vigo, l'éternel jeune réalisateur prodige et maudit des années 30, résume tout le mépris qu'a la nouvelle génération pour le vieux maître en 9 mots. Gans, sur 3 écrans, c'est 3 fois plus con. C'est bien le désir de grandeur qui est attaqué à travers ce rejet de ces films héroïques et lyriques. En une phrase assassine, Vigo nous sert la bande-annonce du sectarisme qui finira par définir le cinéma français. Le drapeau des travailleurs! Dans ces années 30, la gauche veut la mort du grandiose et du sacré, dans la vie comme au cinéma, pensant sincèrement qu'une fois l'envie de démesure tuée, tous les hommes seront à la même hauteur. De leur côté, les réalisateurs de droite veulent préserver le sacré, tout en étant incapables de réinventer la grandeur au cinéma. Toi aussi. Alors que l'esprit contestataire de gauche trouve toute sa place dans le cinéma réaliste avec lequel ils font plier la société. J'ai tombé pour la deuxième fois. Ce conflit des années 30 est cristallisé dans l'anecdotique interruption d'une séance de cinéma par un groupe de la jeunesse patriote venu casser les fauteuils d'un ciné-club pendant la projection du moyen-métrage anticatholique de Louise Buñuel, L'Âge d'Or. 100 ans après, les universitaires s'indignent encore de l'outrage à l'art qu'ont subi ceux qui professaient dans un film l'outrage à Dieu. Après ce film, Dali, l'alter ego de Louise Buñuel, lui reprendra son amitié à jamais, scandalisé par ce sacrilège christico-cinématographique. La jeunesse et les artistes se disputent le sens de l'histoire. L'Allemagne sera magnanime et soumettra tout ce beau monde d'une même victoire écrasante, faisant 600 000 Français de moins. En 1939, 20 ans après avoir remporté la Première Guerre mondiale, 10 ans après la mort du cinéma impressionniste, cette France qui ne s'aime plus se soumet au peuple germain qui, lui, exalte les valeurs de l'héroïsme. Les Français, eux, attendent désormais d'être sauvés par l'autre pays de la puissance, celui du héros américain.